Dr Godin, je suis responsable du centre de sommeil au CHU de Clermont-Ferrand. Et donc, je m'occupe du sommeil comme l'histoire de 7 jours à 77 ans, à 90, maintenant, etc. Je m'occupe à peu près du sommeil de tous les âges. Donc, j'ai répondu à l'invitation pressante de la Société Isis pour venir vous voir. Et je vais donc vous parler du sommeil de l'enfant. Sauf qu'avant de vous parler du sommeil de l'enfant, je suis quand même aussi un petit peu obligée de vous parler du sommeil en règle générale, parce que le sommeil de l'enfant, il ne faut pas connaître le sommeil de l'adulte, mais il faut quand même comprendre qu'est-ce que c'est que le sommeil pour comprendre le sommeil de l'enfant. Donc, voilà, sommeil, physiologie, je me suis présentée, c'est bon. Donc le sommeil, à quoi ça sert? Le sommeil, ça sert à deux choses. Le sommeil, ça sert à récupérer votre journée, vous êtes fatigué, donc vous avez besoin de dormir. Mais le sommeil aussi, ça sert à préparer votre journée du lendemain, parce que vous savez très bien que si vous avez mal dormi, vous êtes incapable d'avoir une journée correcte le lendemain. Donc je fais ça, et ça en même temps la suivante passe. Voilà. Donc ça sert à la fois à la récupération physique. On sait qu'un sportif, par exemple, qui a mal dormi, ne va pas du tout avoir les mêmes performances le lendemain. Mais ça sert aussi à la récupération psychique. On sait que quelqu'un qui ne dort pas va avoir des troubles du comportement, va avoir un manque de mémoire, va être irritable, etc. Donc, le sommeil, ça sert à récupérer et à préparer la journée du lendemain. Ça sert d'un point de vue physique et d'un point de vue psychique. Donc, le sommeil, c'est pour ça, alors, tout le monde est concerné. Un tiers des Français se plaignent de troubles du sommeil, pas forcément tous les jours, mais de temps à autre. 2,5 millions de Français souffrent de somnolence diurne excessive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont envie de dormir à des moments tout à fait inappropriés, et ce, en rapport avec un mauvais sommeil. Et là, on commence déjà à rentrer dans le vif du sujet, puisque regardez, 10% des enfants et surtout 20% des adolescents ont sommeil en classe. Alors, Madame la directrice, je vous cherchais. Vous remarquez que vous avez des enfants qui ont sommeil pendant l'école, bien sûr. Et puis là, ça ne correspond pas aux enfants, ça peut correspondre aussi aux parents. 63% des travailleurs de nuit ont sommeil pendant leur travail. Donc le sommeil, qu'est-ce que c'est? En fait, le sommeil, jusque dans les années, on va dire, 1950, on avait pensé que le sommeil, en fait, c'était un état passif du cerveau. C'est un peu comme si vous disiez, je mets sur on, je mets la lumière sur on, on est réveillé, et puis je mets sur off, on dort. Sauf que pendant le off, eh bien, en fait, il se passe plein de choses, et que le sommeil, c'est vraiment un état actif de notre cerveau, et que pendant le sommeil, il y a des zones du cerveau qui sont complètement endormies à la veille, qui ne vont s'éveiller que pendant le sommeil. Donc le sommeil, c'est pas un état passif, c'est pas un état pendant lequel il ne se passe rien, c'est un état pendant lequel il se passe plein de choses qui nous permettent de récupérer physiquement et psychiquement. Donc chez les adultes, mais déjà chez les enfants, on a affaire à plusieurs types de personnages. Il y a des normodormeurs, alors chez l'adulte, c'est ceux qui dorment 7 à 8 heures. Il y a des petits dormeurs, c'est ceux qui dorment moins de 6 heures. Et il y a des grands dormeurs, c'est ceux qui dorment plus de 9 heures. Mais attention, le petit dormeur, c'est pas celui qui dort 6 heures la nuit et qui le lendemain est crevé parce qu'il n'a pas assez dormi. C'est pas celui qui dort 6 heures la nuit parce qu'il ne peut pas se coucher avant 23 heures, il est obligé de se lever à 5 heures. Le petit dormeur constitutionnel, c'est celui qui, en dormant 6 heures la nuit, est parfaitement opérationnel le lendemain. Donc on va dire c'est celui qui a de la chance. Le grand dormeur, c'est vraiment celui qui n'a pas de peau parce qu'il lui faut 9 ou 10 heures de sommeil pour être opérationnel. Et le normodormeur, 7 à 8 heures. Et ça, il faut savoir que déjà chez l'enfant, si vous avez plusieurs enfants d'ailleurs, vous pouvez le remarquer, déjà chez l'enfant, il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs et des dormeurs normaux, on va dire. Et alors parfois, j'ai des parents qui m'amènent des enfants et qui me disent docteur, il dort pas assez parce qu'il ne se couche pas avant 22h30, il est levé à 6h, il fait le cinéma, et demain et tout. Ah oui, et alors, il est comment la journée? La journée, ben non, il va bien, il est irritable, il est désagréable, il est plutôt sympa. À l'école, on se plaint qu'il enquiquine tout le monde, qu'il grimpe aux arbres.
ou qui dort sur sa chaise. Non, pas du tout. Eh bien, c'est que c'est déjà un petit dormeur. On va naître petit dormeur, on va naître grand dormeur. C'est comme on est blond ou on est brun, mais c'est constitutionnel et c'est parfaitement génétique. Alors, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes, il faut quand même savoir que la quantité de sommeil se calcule sur 24 heures. Alors là, je vais parler pour des gens, il n'y en a pas dans cette salle, mais par exemple, si on parle des gens qui sont retraités, les parents, enfin les grands-parents des enfants pour lesquels je suis là, qui vont par exemple faire une sieste d'1 heure en début d'après-midi, qui vont somnoler une demi-heure le soir devant les infos, qui vont aller se coucher souvent très tôt, parce que les gens âgés se couchent très tôt, à 10 heures du soir, qui vont être réveillés à 3h30 ou 4h et qui vont aller voir leur médecin en disant « Docteur, je ne dors pas ». Oui, mais là, c'est pas vrai. Parce que si on calcule de 10h à 3h30, 4h, plus l'heure de sieste en début d'après-midi, plus la demi-heure, eh bien, à ce moment-là, le compte est bon. Les enfants, c'est pareil. Il faut calculer le temps de sommeil sur 24 heures et non pas sur une nuit. Alors, je vous dis tout de suite, et je ne sais pas du tout si j'en parle après, parce que là, normalement, je parle des enfants de quel âge à quel âge? Ah oui, mais je sais qu'il y a des gens, même âgés, c'est des grands enfants. 3-10. Alors, je vais parler des petits, là. 3-10, on avait dit. 0 à 3 ans. Qu'est-ce qu'on avait dit? 3-10, à peu près. 3-10. Bon, tant pis, là, je suis avant. D'accord. Mais juste pour cette phrase-là. Il ne faut par exemple pas apprendre. Alors, un enfant, mettons, qui ne dort pas bien la nuit et qui fait une grosse sieste. Les parents, forts de ce que je viens de dire, la quantité de sommeil se calcule sur 24 heures, vont dire eh bien, on va l'empêcher de faire la sieste. Comme ça, il va mieux dormir la nuit, il va nous ficher la paix. Alors ça, c'est pas vrai du tout. Il faut limiter la sieste dans le temps, c'est-à-dire que si c'est un enfant qui dort 3 heures l'après-midi, alors que c'est l'âge où on ne dort qu'1 heure et demie, eh bien, on va lui faire remonter petit à petit, on va le réveiller au bout de 2 heures, 1 heure et demie, etc. Mais il ne faut jamais supprimer la sieste à un enfant quand il a besoin de la faire, parce que sinon, il a envie de dormir, et vous l'empêchez de dormir. Donc, dans son cerveau, qui est déjà très intelligent, il va développer des mécanismes pour contrer ses envies de dormir. Et après, il va savoir très bien s'empêcher de dormir. Donc, ça sera encore plus la cata. Donc, quand on a un enfant qui fait des grosses siestes et qui dort mal la nuit, on va le réveiller au bout d'1 heure et demie, mais on ne va pas l'empêcher de s'endormir. Ça, c'était un petit mise à part. Alors, pour les adultes, vous allez dire, elle passe du coq à l'âne, mais il faut comprendre, le sommeil, c'est un tout, hein, c'est que vous grandissez petit à petit, et bien vous dormez, il y a une évolution, c'est exactement la même chose. Les plus petits dormeurs sont des gens qui dorment 5 heures. Alors bien sûr, tout le monde peut passer une nuit blanche pour une raison ou pour une autre, que ça soit de fiesta ou de travail, mais régulièrement, on ne peut pas descendre en dessous de 5 heures de sommeil. 5 heures de sommeil, c'est ce qu'on appelle le noyau dur du sommeil, et on va voir pourquoi. Et la phrase qui est très importante, c'est on est programmé génétiquement pour être petit, moyen ou grand dormeur. Alors, par exemple, ce n'est pas les grands dormeurs qui sont plus intelligents que les petits dormeurs, ou vice-versa. Vous voyez, par exemple, Churchill dormait 5 heures et Einstein dormait 10 heures. On passe du simple au double. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui était plus intelligent que l'autre. Hein. Donc, on est vraiment tous programmés génétiquement. Alors, chez un adulte comme chez un enfant, on a des cycles de sommeil. Vous avez tous entendu parler des trains du sommeil, les trains qui surviennent environ toutes les heures et demie. Alors, chez le tout petit dont je ne parle pas, les trains, c'est 60 minutes. Mais la tranche d'âge pour laquelle je suis venue, les trains, c'est déjà 1 heure et demie. Donc, on a des cycles qui durent 1 heure et demie. Et dans ces cycles, il y a des stades. Là, c'est assez mathématique. Hein. Il y a du sommeil lent léger, il y a du sommeil lent profond, et il y a du sommeil paradoxal qui est du sommeil de rêve. Alors le sommeil lent léger, c'est au début de la nuit, c'est pas très intéressant, il ne sert pas à grand chose, mais vous savez tous que pour passer à la 3e et la 4e, il faut passer par la 1re et la 2e. Donc le sommeil lent léger, vous savez, c'est quand vous vous endormez, vous avez l'impression de louper une marche, de tomber dans le vide, d'avoir des petites secousses, etc. Là, vous êtes en sommeil lent léger. Et puis après, vous arrivez dans le sommeil lent profond, qui est très important pour l'enfant, parce que c'est dans ce stade de sommeil qu'est sécrétée l'hormone de croissance. Donc si vous avez un enfant qui n'a pas beaucoup de sommeil lent profond, il va être tout petit, tout maigrichon.
Alors je ne dis pas que les tout petits, tous les gréchons manquent tous de sommeil, mais c'est une cause évidente. Les enfants qui ne dorment pas assez vont avoir un retard staturo-pondéral. Et après, vous avez le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil de rêve. Et là, le sommeil paradoxal, il est très important chez l'enfant pour la maturation du système nerveux. Et chez l'adulte, et chez l'enfant, il est important pour la mémoire et il est important pour la fatigue psychique, on va dire. Donc, chez l'enfant, il est très très important pour que dans les premiers mois de la vie, un enfant fait énormément de sommeil de rêve parce qu'il va développer son cerveau au cours de ce stade de sommeil. Alors, je repasse aux adultes très rapidement. Il y a des gens qui disent « moi, je ne rêve pas ». Ça n'existe pas, les gens qui ne rêvent pas. Mais pour se rappeler de ses rêves, il faut avoir eu un petit éveil au cours de son rêve. Si vous n'avez pas eu de micro-éveil pendant votre rêve, vous ne vous rappelez pas de votre rêve, mais tout le monde rêve, et heureusement. Alors, voilà un petit peu, vous avez la veille, vous avez le sommeil lent léger, ce que j'ai dit, le sommeil lent léger, il ne sert pas à grand chose. Vous avez ici le sommeil lent profond, c'est le stade 3 et le stade 4, et là vous avez le sommeil de rêve. C'est un petit peu médical, les choses expliquent. La première ligne, c'est l'électrocardiogramme. La deuxième, c'est la respiration. La troisième, c'est la tension. La quatrième, c'est la température interne. Maintenant, vous vous y reprenez dans le longitudinal. Regardez, quand vous vous endormez, la veille, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, vous laissez le sommeil de rêve de côté. Regardez, de plus en plus, vous avez votre cœur qui se ralentit. Plus vous vous enfoncez dans le sommeil, regardez, plus votre respiration se ralentit. On laisse le sommeil paradoxal de côté. Plus vous vous enfoncez dans le sommeil lent léger, sommeil lent profond, plus votre tension artérielle diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sommeil lent profond, c'est vraiment le grand repos compensateur. Quand on n'a pas de sommeil lent profond, on ne récupère pas bien. Et il faut savoir que chez tous les gens qui dorment mal, chez les adultes, c'est souvent le sommeil lent profond qui va être diminué. D'où l'importance de récupérer un bon sommeil, parce que si vous n'avez pas assez de sommeil lent profond, votre cœur va se fatiguer plus, votre tension va être plus haute qu'elle ne devrait, vous allez chez un adulte avoir des risques cardiovasculaires plus importants parce que vous n'avez pas fait assez de sommeil lent profond. On va même plus loin au jour d'aujourd'hui. Les gens qui dorment mal, qui ont un sommeil très saccadé, très haché, etc., vont avoir des problèmes de poids. Parce que pendant le sommeil lent profond, si vous voulez, on a des hormones qui sont sécrétées, je passe les détails, mais si vous n'avez pas assez de sommeil lent profond, l'hormone qui donne faim, elle va augmenter. Et l'hormone qui donne la sensation de satiété, c'est-à-dire la sensation d'avoir assez mangé, elle va diminuer. Si vous n'avez pas assez de sommeil lent profond, votre insuline, vous savez, c'est ce qui permet de digérer les sucres, va être beaucoup moins efficace. Donc même chez un enfant qui ne dort pas assez, quand il est tout petit, il va être tout petit, tout maigre, parce qu'il n'a pas assez d'hormones de croissance. Mais dès qu'il est adolescent, un ado qui ne dort pas assez, il peut prendre du poids. Donc vous voyez que le sommeil, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis après, vous avez le sommeil paradoxal. Alors, le sommeil paradoxal, il est paradoxalement très fatigant, justement, pour l'organisme. Il est très important pour le cerveau, mais pour l'organisme, il est fatigant. Regardez, vous avez l'électrocardiogramme qui est irrégulier, vous avez le rythme respiratoire qui est irrégulier, vous avez la tension qui monte et qui descend. Le sommeil paradoxal, moi je le compare très très souvent à un disque dur d'ordinateur où vous savez la nuit vous lancez vos sauvegardes, vous mettez des trucs à la corbeille, etc. Eh bien le sommeil paradoxal c'est ça. Il va jeter la nuit tout ce que vous avez vécu de la journée et qui ne vous sert pas à grand chose, corbeille, et il va conserver tout ce qui est important pour la mémoire, pour le développement de votre cerveau, etc. Mais alors, par contre, pour l'organisme, comme le cerveau travaille énormément, alors l'organisme travaille également énormément. Donc, il est fatigant pour l'organisme. C'est positif. Alors, ça c'est une succession des stades de sommeil chez un adulte. Hein, parce que je vous ai dit, pour comprendre l'enfant, il faut avoir compris l'adulte.
Alors regardez, vous êtes en éveil, vous vous endormez, vous faites du 1, du 2, du 3, du 4, jusque-là il n'y a pas d'erreur. Un petit coup de 2, et puis sommeil paradoxal, c'est-à-dire sommeil de rêve, et vous regardez, il s'agit du premier cycle de sommeil. Et puis après, vous commencez, vous faites du 2, du 3, du 4, du 2, deuxième cycle de sommeil. Mais si vous voyez bien ce dessin, qui est très bien fait, voilà, vous voyez quoi? Vous voyez que tout le sommeil long profond, 3, 4, il est en première partie de nuit. Que le sommeil paradoxal, il est très peu important en début de nuit. Et puis plus ça va, plus il y a du sommeil paradoxal. Alors, c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit, même les plus petits dormeurs, ils ont quand même au moins besoin de dormir 5 heures, parce que 5 heures, c'est le temps qu'il faut pour avoir fait, regardez, tout son sommeil paradoxal, c'est-à-dire tout son sommeil de récupération. Et puis après, quand vous dormez, vous ne faites plus que du sommeil non léger, du sommeil de rêve, du sommeil non léger, du sommeil de rêve. Alors, il y a quand même des choses qui sont incompréhensibles encore. On pourrait penser, comme je vous ai dit, que le sommeil de rêve était important pour la mémoire et tout, qu'après tout, quelqu'un qui dort plus, il est plus de mémoire. Ah, on a vu que c'était pas vrai. Churchill, il dormait 5 heures, je crois qu'il avait quand même pas mal de mémoire. Donc il y a encore des choses pour lesquelles on ne comprend pas tout. Mais 5 heures de sommeil, c'est absolument ce qui est nécessaire pour pouvoir bien récupérer. Le suivant, toujours chez l'adulte. Regardez, vous avez, ça c'est mal fait, non? Enfin pas votre diapo, notre corps, 1 à 2, 50% de stade 1 et de stade 2, alors que je vous ai bien dit que ça ne servait pas à grand-chose. 20 à 25% de sommeil long profond, c'est-à-dire le sommeil de récup, et puis, selon que l'on est un petit, un moyen ou un grand dormeur, on va avoir 15, 20 ou 25% de sommeil paradoxal, c'est-à-dire de sommeil ouvert. Puis on a tous un petit peu d'éveil. Il faut savoir que les enfants, quand ils naissent, là on revient très très tôt, ils n'ont pas du tout ça. Ils ont 50% de sommeil de rêve, très peu de sommeil non léger et beaucoup de sommeil non profond. Ils ont carrément 50% de sommeil de rêve, le sommeil qui est important pour la maturation du cerveau. Et puis petit à petit, ça va diminuer. Et puis, un enfant a exactement les mêmes pourcentages de sommeil qu'un adulte à l'âge de 18 mois. Alors bien sûr, il va dormir plus longtemps, mais il a exactement les mêmes pourcentages de sommeil à partir de 18 mois. Tout est fait dans les 18 premiers mois au niveau de la maturation du système nerveux. La suivante. Alors, évolution du sommeil avec l'âge. Il y a des petits zigouigouis partout. Regardez, bon, les nouveau-nés, vous savez tous, hein, c'est 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Hein, tous les gens. Et puis heureusement, ça passe rapidement. Hein. À l'âge d'1 an, eh bien, on a un grand temps de sommeil nocturne, quand même, environ 14 heures de nuit, et puis 2 grandes siestes, une en fin de matinée, et puis une en début d'après-midi. Vous êtes tous d'accord pour ça. Hein. Ça, c'est les enfants environ de 1 an, 18 mois. Tout évolue. Hein. À partir de 4 ans, vous n'avez plus un grand temps de sommeil de nuit, qui doit être aux environs 12-13 heures, on verra après sur une autre diapositive, et puis une sieste en début d'après-midi, et puis à partir de 10 ans, même avant, hein, mais grosso modo, c'était pour résumer, vous n'avez plus que le sommeil de nuit. Donc vous voyez, on passe d'un petit cycle de 4 heures pour arriver à un monophasique. Et puis alors après, on pourrait dire que si j'avais mis le sujet âgé, on pourrait faire réapparition comme à 4 ans de la sieste. Hein. On est tous d'accord. Mais vous direz bien à vos parents, grands-parents des enfants pour lesquels vous êtes là, que quand on fait la sieste, c'est 20 à 30 minutes et avant 15 heures. C'est pas une sieste de 2 heures au début d'après-midi. D'accord? Parce que sinon ça ne marche pas. Mais je ne suis pas là pour vous parler du sommeil de l'enfant. De la vie, du sujet âgé. Je suis là pour l'enfant. On continue. Alors, combien d'heures doit-on dormir? Si on est en pleine forme, c'est qu'on a dormi suffisamment. Mais je vous ai dit, il y a déjà des grands dormeurs, des petits dormeurs, des moyens dormeurs. Alors là, on prend les moyens, hein, parce que sinon,
heures de sommeil. Ce qui veut dire que quand même, il faut enlever la sieste, hein, parfois. 5 à 6 ans, vous êtes à 11h, 11h30. 6 à 11 ans, 10 à 11h. 11 à 13 ans, 9 à 10 heures. En moyenne, entre 6 et 12 ans, l'enfant va perdre de 10 à 20 minutes de sommeil par an. Donc, vous avez bien noté, hein. 3 à 5 ans, 11h30 à 12 heures de sommeil par 24 heures. 5 à 6 ans, 11h à 11h30. 6 à 11 ans, c'est déjà à 11 ans, enfin c'est enfin, du CP, donc c'est toute l'école primaire, 10 à 11 heures. 11 à 13 ans, le début du lycée, et là, il n'y en a pas assez qui ont 9 à 10 heures. Puis j'ai même pas mis les adolescents, c'est une telle catastrophe que les adolescents, ils devraient redormir plus que les 11-13. Donc je peux pas vous parler des adolescents, mais à l'adolescence, c'est une période de la vie où on a plus besoin de dormir que les prépubères, c'est-à-dire les 11-13. Mais c'est une période de la vie où on aime se coucher tard, où on est obligé de se lever tôt pour les contraintes scolaires, etc. Et donc, on est en dette chronique de sommeil. D'ailleurs, en parlant de ça, puisque j'ai été avec les écoles, c'est un peu compliqué parce que c'est à expliquer. Mettez-moi voir la suivante. Oui, bon, je sais pas. Donc, je peux pas. Alors, il faut que je vous explique. Pour les directeurs d'école. Il y a, notre sommeil va dépendre de la journée qu'on a passée, bien entendu, et puis de la journée qu'on prépare. Bon. Ça, c'est, on va dire, le sommeil de récupération. Vous êtes fatigué, donc vous avez besoin de dormir. Mais vous savez comme moi que même si vous êtes fatigué, vous dormez quand même tous les jours, grosso modo, à peu près à la même heure. Ça veut dire que notre sommeil obéit à la fois à un système de récupération, mais à la fois un système chronobiologique, c'est-à-dire tous les jours, à la même heure, on a à peu près envie de dormir. Et sans transparence, c'est difficile à expliquer, pas pour moi, mais pour que vous compreniez, notre sommeil dépend de notre température interne, de notre température centrale. Notre température, elle n'est pas idem du matin au soir. Notre température, elle varie selon une sinusoïde. Et on s'endort quand notre température du corps descend, et on se réveille lorsque la température du corps remonte. Or, on sait, au jour d'aujourd'hui, que le minimum de la température, il est aux alentours de 3 ou 4 heures du matin, et que le maximum de la température, il est aux alentours de 15h30, 16h, grosso modo. Donc, les gens qui s'occupent du sommeil ont tous trouvé un peu aberrant que 15-16 heures, ça dépend, c'est 15h30, 16h, ça soit l'heure justement où les enfants, que ça soit en primaire, que ça soit au lycée, ils finissent à 17h et plus court. Mais par contre, quand on les fait commencer à 8h ou 8h30, c'est pas de votre faute, c'est pas ça, leur température interne n'est pas encore très haute. Donc ils n'ont qu'une envie le matin, c'est de dormir. Mais c'est pas forcément parce qu'ils manquent de sommeil, c'est parce que leur température interne n'est pas assez haute. Et actuellement, aux États-Unis et en Angleterre, dans certaines facultés, on n'en est plus au primaire, au lieu de faire commencer les étudiants à 8h, 8h30 du matin, ils vont faire des essais pour les faire commencer qu'à 10h et pour finir plus tard et pour voir s'il n'y a plus ces problèmes de somnolence le matin, que ce soit les petits, les moyens ou les grands, parce qu'en fait, le matin, notre température du corps n'est pas encore assez élevée pour qu'on soit totalement réveillé. Ceci étant, même si vous êtes jeune, je pense que vous serez à la retraite avant que ça change, si ça change un jour, parce que vous savez bien qu'en France, vous changez quelque chose, il faut se lever de bonne heure. Bon, alors on continue, mais ça, c'était très important de savoir. Alors, les parasomnies, qu'est-ce que c'est? Les parasomnies, c'est tout ce que vos enfants, là, justement, 3 ans, 8 ans, ou 3 ans, 10 ans, 3 ans, 6 ans, je ne sais plus lesquels je parle, donc ils ont tous la même chose. Ils ont, pour certains, des choses qui se passent la nuit. Alors, un nom très savant pour vous faire peur. Jactatio capitis. Jactatio capitis, vous savez, c'est les enfants qui s'endorment en faisant ça, en roulant la tête comme ça,
ou en tapant la tête comme ça et qui gémissent en même temps. Bon, c'est normal. Enfin, à 20 ans, c'est plus normal. Mais quand on est tout petit, c'est normal. D'accord? Et ça survient juste à l'endormissement. En début de nuit, rarement de l'énurésie, on en parlera après, il y en a surtout en fin de nuit, mais il peut y en avoir en début de nuit. Terreur nocturne, somnambulisme. Alors, qu'est-ce que c'est que la terreur nocturne? C'est pas la même chose que le cauchemar. Vous voyez tout de suite. La terreur nocturne, c'est un phénomène qui survient en fin de sommeil long profond. Vous voyez, vous avez le stade 4, là, vous êtes en fin de sommeil long profond. Il repasse par le 2, et puis au lieu d'aller dans le sommeil de rêve, eh bien, il se réveille. Et quand on est enfant, on se réveille en fin de sommeil long profond, certains enfants peuvent avoir ce qu'on appelle un éveil dissocié. C'est-à-dire, ils dorment dans leur tête, donc ils ont des ondes blanches partout, mais ils ont un éveil moteur, c'est-à-dire que ils ont un éveil moteur comme quand on est réveillé. Donc à partir de ce moment-là, ils dorment là, ils sont réveillés là, c'est là qu'ils vont se lever, qu'ils vont se promener, et que ça va vous faire peur. Alors le fait de dire qu'il ne faut pas réveiller un somnambule, c'est idiot. On peut réveiller un somnambule et le ramener tout doucement dans son lit. Le somnambulisme n'est absolument pas dangereux. La seule chose qui est dangereuse chez le somnambule, c'est quand il habite pas au rez-de-chaussée. Donc effectivement, un enfant qui est somnambule très très souvent et qui habite en étage, eh bien, il faut prendre certaines mesures pour qu'un somnambule, il ne peut faire que des choses tout à fait basiques. Hein. Vous pouvez une fenêtre comme ça, enfin, il ne peut pas faire de choses élaborées. Donc, dans sa chambre, s'il est somnambule, eh bien, il faut à ce moment-là que la fenêtre, il faut la tourner 2 fois à gauche et 3 fois à droite pour qu'il puisse l'ouvrir. Il faut faire un truc un tout petit peu compliqué, qu'il ne va pas arriver à faire tout seul. Donc là, le somnambulisme, ça arrive en fin de sommeil long profond, il a un éveil, il est réveillé dans son corps, il dort dans sa tête, et là, ça ne va plus du tout. C'est aussi à ce moment-là que surviennent chez les plus petits ce qu'on appelle des terreurs nocturnes. Ils vont se réveiller, mais ils dorment dans leur tête, ils s'assoient dans leur lit, ils sont rouges, ils pleurent, ils hurlent. Souvent, ils sont très transpirants, et les mamans, elles veulent intervenir. Ben oui, mais ratez, parce que comme ils dorment dans leur tête, ils les repoussent, ils ne savent pas, ils ne les reconnaissent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour une terreur nocturne? Rien faire. Et ça passe tout seul, ils se rendorment. Alors, je sais que c'est très difficile à dire, parce qu'on les entend hurler, tempêter, etc. Mais il ne faut pas croire que ça correspond à un cauchemar. Ils rêvent à rien du tout. C'est qu'ils ont là encore un éveil dissocié, donc c'est un éveil qui ne correspond pas à la physiologie du sommeil, mais on s'en fout, c'est pas grave. Somniloquie, c'est le fait de parler la nuit. Alors là, parler la nuit, c'est du sommeil lent léger, et ça ne correspond absolument pas à des rêves. Hein, on répète des trucs comme ça qui ne veulent pas dire grand-chose, ça ne correspond à rien du tout. Bruxisme, c'est le fait de grincer des dents. Alors là, ça n'a aucun caractère de gravité, sauf pour les dents. Donc les enfants qui bruxent trop et les adultes qui bruxent trop, il faut aller voir un orthodontiste qui va vous mettre un truc dans la bouche la nuit, parce que sinon vous allez user toutes vos dents. Mais on ne va pas vous donner un calmant pour plus bruxer, on ne va pas vous abrutir le cerveau pour plus vous crassiez des dents. Là, il faut passer par la case orthodontiste. Et puis après, vous avez les cauchemars. Alors les cauchemars, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout une terreur nocturne. Là, c'est un enfant qui a fait un mauvais rêve, comme un adulte qui a fait un mauvais rêve. Alors, ne me demandez pas la signification des rêves, je ne suis pas psychiatre. Mais il a fait un mauvais rêve. Alors, quand on est enfant, bon, on rêve, il y a des monstres, des ceci, des cela. Et là, il se réveille, il hurle. Mais en règle générale, c'est en fin de nuit. Et quand je vous ai dit que pour la terreur nocturne, il ne fallait rien faire, quand un enfant a un cauchemar, là, il faut se lever et aller le rassurer. Parce qu'il n'arrivera pas du tout à se rendormir s'il a rêvé qu'il y avait un lion dans sa chambre. Donc, il faut avoir une attitude totalement différente. Bon, puis après, vous avez les problèmes d'énurésie, c'est plus un problème chez les garçons, ça, qui peuvent survenir pareil en début de nuit ou en fin de nuit. Bon, et là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais moi, je voulais surtout vous parler des jactatio capitis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les rythmies d'endormissement, des terreurs nocturnes, du somnambulisme, pour que vous fassiez bien la différence entre terreur nocturne et cauchemar. Grosso modo, quand il crie avant 1h du matin, vous restez dans votre lit. Quand il crie à 5h du matin, vous vous levez. Voilà. La suite.
pour s'aider à se rendormir. Il y a des adultes qui sont en hypnose, ben là aussi, c'est pareil. Pardon? Non, ça ne dure pas, c'est juste pour s'aider à s'en... Ah, ça c'est le problème. Moi j'ai vu des adultes qui s'endormaient toujours comme ça. Donc, voilà. Alors, regardez la fréquence de ces parasomnies. Justement, un petit peu réponse à votre question. 8% des enfants de 4 ans ont des... Et ça peut aller jusqu'à l'adolescence. D'accord? Les gens qui parlent la nuit, 50% des enfants, au moins un épisode par an où ils parlent. Le bruxisme, 10% des enfants de 10 ans ont au moins un accès par semaine. Et regardez, 50% des étudiants. Il doit quand même y avoir un rapport avec une certaine dose de stress. Hein. Mais 10% des enfants de 10 ans et 50% donc des enfants plus petits, donc au moins une fois par an, parlent. Alors, le somnambulisme, c'est comme le fait de faire pipi au lit, ça l'ignorésie, il y a toujours un terrain familial. Et ça prédomine chez les hommes. C'est vraiment un facteur plus masculin, le fait de faire pipi au lit et le fait d'être somnambule. Et on retrouve toujours un grand-père, un tonton, un machin qui s'est baladé la nuit. Alors, de 3 à 10 ans, regardez, 10% des enfants ont des accès répétés, c'est quand même beaucoup, et 30% des enfants ont des accès occasionnels. Occasionnel, ça veut dire 2 à 3 fois par an. Répété, c'est 1 à plusieurs fois par semaine. D'accord? Les préados, 5%. Les cauchemars, 30% des enfants de 5 ans font des cauchemars, 40% des enfants de 10 ans, les ados et surtout les filles, et puis les adultes, on n'en parle pas. 80%, alors je ne dis pas tous les jours, hein, mais je pense que, sauf si vous vivez dans une grande béatitude, il n'y a pas de semaine où vous ne faites pas un cauchemar. Et alors là, vous voyez, plus on vieillit, plus on fait de cauchemars. Moins on fait de somnambulisme, moins d'énurésie nocturne aussi, c'est aussi bien comme ça. Voilà. Donc vous voyez que tout ce qui peut vous inquiéter sur le sommeil de vos enfants, c'est quand même souvent banal. Banal. La suivante, s'il vous plaît. Alors, différence entre terreur nocturne et cauchemar, je ne vais peut-être pas. Hein. Définition, donc, le cauchemar, c'est un rêve terrible au cours du sommeil paradoxal, donc du sommeil de rêve, où on voit des monstres, des tas de trucs. L'enfant crie, pleure, appelle ses parents, et ça survient dans la deuxième partie de la nuit. Et l'enfant est effrayé, et là, il est absolument indispensable que les parents viennent réassurer leurs enfants, parce qu'il a peur de se recoucher. Il a peur de se rendormir, et même si vous l'interrogez, il va quand même pouvoir vous décrire qu'il a vu des monstres, des machins et tout. Que la terreur nocturne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un éveil partiel et brutal à la fin du sommeil profond. L'enfant, là aussi, va s'agiter et il va hurler, mais c'est dans les premières heures de la nuit, c'est souvent avant 1h du matin. Et là, on le trouve agité, on le trouve confus, on le trouve bizarre, il transpire, il a le cœur qui tape, il marmonne, il se fâche et surtout il vous repousse parce qu'il ne vous reconnaît pas. Donc, il ne va pas s'en rappeler le lendemain matin, alors que d'un cauchemar on peut s'en rappeler. Et puis, il ne supporte pas d'être retenu et tout. À la limite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous lui fichez la paix, c'est vous que ça angoisse, mais tant pis. Lui, il s'en foutra le lendemain matin, il s'en rappellera. La suivante. Alors voilà, on m'a dit que les enfants, parfois, avaient un mauvais sommeil. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais sommeil? Mais c'est exactement la même chose chez un adulte que chez un enfant. Avoir un mauvais sommeil, ça peut être des difficultés d'endormissement, un enfant qui ne veut pas aller se coucher ou qui ne sait pas aller se coucher. Ça peut être un enfant qui ne dort pas assez longtemps, ou c'est un enfant qui se réveille très souvent. 4% de prise de médicaments, ça c'est odieux quoi. On ne donne pas du Teralène, on ne donne pas du Nopron, ça se fait moins, hein. On ne donne pas, je ne sais pas ce qu'on donne encore, on ne donne jamais de médicaments pour dormir à les enfants. Hein. C'est aberrant. Alors au besoin, on leur donne effectivement du sédatif PC, de la passiflore, le phytose, des choses comme ça, mais on ne donne jamais de médicaments à ces enfants.
difficultés d'endormissement, bon, bah, c'est aussi parfois parce que les parents, il faut être relativement tranché, on lit l'histoire, on les met au lit, et après on leur dit, tu veux dormir ou tu veux pas dormir, tu fais ce que tu veux, mais tu restes dans ta chambre, et tu ne ressors pas. Alors effectivement, c'est facile à dire, mais il y a des choses comme ça où il faut faire des efforts, parce qu'il vaut mieux en baver pendant un mois qu'en baver pendant 10 ans. Et une corrélation significative entre les troubles du sommeil et, dans les petites classes, les problèmes de redoublement et de difficultés scolaires. Ben, vous avez vu que si on ne dormait pas assez, on ne récupère pas bien, on n'a pas assez de mémoire, on a un sommeil qui est fractionné, et voilà. La suite. Alors, quelles sont les causes? Quelles sont les causes? Pourquoi ils dorment mal, ces enfants? 30% des enfants ont la télé dans leur chambre. Je ne suis pas là pour vous assommer, je suis là pour vous expliquer. Le nombre d'heures passées devant la télé, surtout au moment de l'endormissement, va augmenter la résistance au sommeil. Oui, parce que s'ils regardent des films, ils veulent savoir la fin. Vous pouvez savoir la fin de votre film, mais vous endormez quand même devant, mais eux, ils veulent savoir la fin de leur truc, ils ne s'endorment pas. Augmente donc les retards d'endormissement. On voit que les enfants qui passent beaucoup de temps devant la télé, et surtout dans leur chambre, vont avoir une anxiété plus importante d'aller se coucher, parce qu'ils veulent toujours rester dans le monde, ils veulent rester dans l'agitation et tout. Et pour eux, le fait plus ils se passent de temps devant la télé, etc., plus ils redoutent le silence, plus ils redoutent le noir. Alors là, par contre, moi, je ne suis pas du tout... pour le silence, oui, mais un enfant qui a peur la nuit, la petite veilleuse, la lampe, ça, il n'y a aucun problème, il faut le laisser. Ça ne va pas les réveiller et ça va souvent permettre qu'ils s'endorment mieux. Et puis, pas de décalage trop important le week-end. Les week-ends, les enfants en âge prépubère, ils ne se couchent pas à 11h30, minuit ou 1h parce que les parents, si vous allez manger chez le tonton qui habite à 100 bornes, d'accord, mais il ne faut pas que ça soit tous les week-ends avec du coup un lever beaucoup plus tardif le dimanche. Et si on s'est levé beaucoup plus tard le dimanche, du coup le dimanche soir on ne peut pas s'endormir et du coup le lundi matin c'est la cata. Donc chez les enfants, il faut absolument éviter les décalages du week-end. Mais enfin quand même, vous voyez donc que la télé dans la chambre, c'est pas télé. Et puis alors après, le pompon du pompon, c'est PC, ordinateur, jeux vidéo, etc. Pourquoi? Si votre enfant est devant la télé, il est quand même passif devant la télé. C'est pas lui qui joue dans le film. Donc il regarde, il a envie d'en voir, il a encore envie d'en voir et tout, donc ça va retarder son heure d'endormissement et il n'a pas envie d'aller se coucher. En revanche, s'il est avec sa console ou les jeux vidéo, là c'est absolument terrible parce qu'il est acteur. Donc il va mettre son cortex, il va mettre son cerveau au niveau de l'éveil et pas du tout au niveau de la somnolence. Donc plus il va jouer tard, pire ça va être. S'il est sur son PC plus grand, en train de tchatcher sur les réseaux sociaux, etc., c'est pareil. Quand il discute avec les copains sur Facebook, en direct, il continue à taper, il attend la réponse, il répond, donc il est complètement dans l'activité. Et on sait que même chez l'adulte, il y a des adultes qui font la même chose, les PC jusqu'au moment de se coucher, ou le boulot jusqu'au moment de se coucher, parce que soi-disant j'ai pas eu le temps dans la journée. Retard de l'endormissement, on dit chez un adulte qu'il faut 1h30 chez les gens qui ont des problèmes de sommeil d'activité passive juste avant de s'endormir pour pouvoir bien s'endormir. Qu'est-ce que c'est que les activités passives? C'est la lecture, la télé, parce que je vous ai dit, vous ne jouez pas dans les films, et la musique. Si vous êtes devant votre PC, si vous êtes en train de téléphoner, si vous faites vos comptes, c'est pas forcément bon. Si vous avez une activité, si vous êtes prof et que vous corrigez vos copies jusqu'au moment de vous coucher, que ça vous énerve parce qu'en plus ça ne va pas comme vous voulez, il ne faut pas compter vous endormir dans le quart d'heure qui suit. D'accord? Et chez les enfants, c'est la même chose. Donc, en plus, concernant console vidéo et PC, il y a deux facteurs. Il y a le facteur activité intellectuelle.
intellectuel, parce qu'il faut avoir le temps que votre activité baisse, et il y a le facteur lumière. Quand les enfants regardent la télé, souvent la télé elle est quand même loin, d'accord? Quand vous êtes devant votre PC, quand vous jouez à votre truc là, vous avez l'écran qui est prêt. Et on sait que la lumière très tard le soir devant les yeux retarde l'endormissement. Parce qu'il y a une voie qui dépend entre la rétine et le cerveau. Il y a une voie rétino-suprachiasmatique, enfin on la reprend dans la science, qui fait que la lumière va retarder l'endormissement. Donc si par hasard, en tant qu'adulte, vous êtes obligé de travailler sur PC le soir un peu tard, mettez votre luminosité au minimum du minimum du minimum. Ça c'est très très important. Parce que, donc, si vous êtes devant votre PC, machin, un retard à l'endormissement et un maintien de l'éveil à cause de votre cortex qui n'arrête pas de bosser, et modifie la suppression de la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est une hormone qui va favoriser le sommeil, et cette mélatonine va commencer à être sécrétée dès que vous êtes dans l'obscurité. Et les écrans le soir retardent la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc ce qui est valable pour les uns est valable pour les autres. Et puis aussi, alors après, il y a le téléphone portable pas éteint dans la nuit, alors là, c'est encore avec celui qui ne dort pas. Vous avez fait ce que vous pouvez avec vos enfants, puis il y a le copain qui ne dort pas, qui appelle, donc l'autre qui se réveille. Donc voilà. On a quand même au jour d'aujourd'hui des causes environnementales assez importantes. La suite. Les causes médicales, bon ben là c'est autre chose, il y a plein d'enfants qui dorment mal aussi, toutes les maladies chroniques, hein, les asthmatiques, ben bien sûr, parce qu'ils vont avoir des crises d'asthme la nuit, l'eczéma, ça gratte, le diabète, on a des hypoglycémies la nuit, parfois quand le diabète est mal stabilisé et les hypoglycémies réveillent. Très important chez l'adulte, là je repasse de l'adulte à l'enfant, mais très important, il y a des gens qui dorment mal la nuit, qui se réveillent souvent, parce qu'ils ne mangent pas assez le soir. Alors le soir, on a toujours dit qu'il fallait presque pas manger. Alors, il fallait avoir un repas de pauvre. Hein, vous savez, un petit déjeuner d'empereur, un repas, rien. Et le pauvre le soir. Et le pauvre, qu'est-ce qui coûte pas cher? C'est les pâtes, les pommes de terre, les choses comme ça. Eh bien, c'est ce qu'il faut manger le soir. Je ne vous demande pas de manger de la viande, je ne vous demande pas de manger des plats en sauce, mais les sucres lents, c'est-à-dire les féculents, c'est-à-dire le pain complet, vont favoriser une bonne qualité de sommeil parce que vous allez avoir une glycémie stable. La glycémie qui fait le yo-yo réveille la nuit. Donc c'est pour ça que les diabétiques peuvent avoir un mauvais sommeil si leur diabète est mal stabilisé. Il y a des enfants qui ont un RGO, c'est-à-dire un reflux gastro-œsophagien, hein, ça c'est fréquent chez les bébés, mais ça peut être aussi avant, qualité des repas, bah pareil, hein, des repas beaucoup trop légers, ou des repas beaucoup trop lourds. Maladie des jambes sans repos, ça c'est plutôt quelque chose chez l'adulte, mais qu'on peut retrouver chez les enfants. Vous savez, la maladie des jambes sans repos, c'est des gens qui le soir, à partir de 18h, 19h, 20h, ça dépend des gens, dès qu'ils sont assis, et encore plus quand ils se couchent, ils ont non pas des douleurs dans les jambes, mais une gêne qui les agace, les jambes qui chauffent, les jambes qui ont des décharges électriques, les jambes qui agacent, et je les croise, et je les décroise, et j'ai la danse de Samy dans les pattes et j'arrive pas à m'endormir. Parfois, je suis obligée de me lever, de marcher sur du carrelage-pas, de mettre les jambes sous le frein. Ça, c'est une maladie de l'adulte. Mais il y a quand même 0,5% des enfants et 1% des adolescents qui ont ça. Un enfant qui a du mal à s'endormir, il faut toujours lui poser la question, est-ce qu'il n'a pas les jambes qui l'agacent, qui le chauffent et tout? Ça peut être dû à un manque de fer, ça peut être familial, etc. Bon, et puis tous les problèmes d'otite, bien entendu, vont empêcher de dormir. Et il faut savoir... Pardon, je suis désolée. Qu'un enfant peut avoir des apnées du sommeil. Je crois que j'ai fait un truc après sur l'apnée. Bon, je m'étouffe. Un petit verre d'eau. C'est pas grave si on n'a pas. Ça va passer. Alors, vous savez qu'il y a des adultes qui ont des apnées du sommeil. Les apnées du sommeil chez l'adulte, c'est des gens qui ronflent. Et quand ils ronflent, ils s'arrêtent de respirer. C'est pas tous les ronfleurs qui ont des apnées. Ils ronflent, ils s'arrêtent de respirer.
À la fin de chaque arrêt respiratoire, ils ont une espèce de petit éveil. Ça les réveille. Ils se rendorment, ils ronflent, ils s'arrêtent, etc. Donc ils ont un trop mauvais sommeil. Chez l'adulte, ça peut exister. Chez l'enfant, pardon, ça peut exister. Chez l'adulte, il y a différentes causes. Chez l'enfant, il y a toujours un problème de réveil. Ce sont des enfants qui ont des grosses amygdales. Ce sont des enfants qui ont des grosses végétations. Donc faites très attention. Si vous avez un enfant qui ronfle, qui a en même temps un sommeil agité, qui transpire beaucoup la nuit, qui a du mal à se réveiller les matins, qui est fatigué dans la journée, qui a tendance ou à somnoler en cours, ou être au contraire hyperactif, parce que vous savez, un adulte qui a mal dormi, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il se met dans un coin, il baille, il somnole, il se dit pourvu que personne ne me voit, et il a tendance à somnoler. Un enfant qui a mal dormi, il peut soit, s'il est ado, se mettre dans un coin en espérant qu'on ne le voit pas. S'il est préadolescent, il va grimper aux arbres. Ça, c'est le signe souvent d'un mauvais sommeil. C'est les enfants qui sont parfois trop actifs la journée. Les enfants qui ont mal dormi la nuit, justement les 3-10 ans là, ils ne vont pas somnoler dans un coin. Un enfant a horreur d'être somnolent. Donc un 3-10 ans qui n'a pas assez dormi la nuit, il va être hyperactif. Il va sans arrêt être en activité pour lutter contre son envie de dormir parce qu'il n'aime pas avoir envie de dormir. Donc je reprends, si vous avez un enfant qui ronfle, qui transpire beaucoup la nuit, qui a un sommeil agité, qui a des difficultés le matin pour se réveiller, qui a parfois mal à la tête et qui a un retard staturo-pondéral, qui est un petit peu tout petit, tout maigre, emmenez-le voir l'ORL pour voir s'il n'a pas des apnées du sommeil, s'il n'a pas des amygdales qui l'empêchent de respirer convenablement, parce que du coup, il n'a pas un développement normal, il n'a surtout pas un sommeil de bonne qualité, parce que ces ronflements vont être associés à des arrêts respiratoires, et donc il n'y a pas que les adultes qui font des apnées. Alors, un enfant avant 10 ans qui fait des apnées, il est tout petit, tout maigre, et un enfant, un adolescent qui a des apnées, il est plus comme un adulte qui a des apnées, c'est plutôt un peu un rondouillard. D'accord? Mais le fait de ronfler la nuit, quand on n'est pas enrhumé, c'est pas normal. La suivante, s'il vous plaît. Alors, on a dit qu'il y avait des causes environnementales, la télé, le PC, le portable. Il y a des causes médicales, donc ça, il faut l'emmener chez votre médecin. Il est diabétique, il se réveille la nuit. Docteur, ça veut dire qu'il n'est pas bien stabilisé. Il ronfle la nuit, il est fatigué la journée. Docteur, je dois aller voir un ORL. Est-ce que mon enfant n'a pas des amygdales qui lui bougent complètement? Mais il y a aussi des causes toxiques. Alors, c'est plus chez les adolescents. Le café, le thé, attention chez les enfants, le Coca-Cola. Vous savez tous que le Coca-Cola, c'est plein de caféine. D'accord? Donc, ça empêche de dormir. Le café, le thé, le Coca-Cola, la vitamine C vont augmenter les éveils et augmenter la latence d'endormissement, ce qui veut dire le temps que l'on met pour s'endormir. Le cannabis, c'est pas chez les 3-10 ans, encore heureux, mais enfin bon, augmente la latence d'endormissement. Mais non, et bien là, j'ai une erreur, tant pis. C'est diminue la latence d'endormissement, c'est-à-dire que quand on a fumé un joint, on s'endort beaucoup plus vite, on change la flèche, parce que ça a un effet anxiolytique. Mais petit à petit, cet effet s'estompe, et c'est comme ça que pour avoir la même dose d'anxiolytique dans sa tête, il faut en prendre de plus en plus. Le cannabis va modifier la sécrétion de la mélatonine, va faire que l'enfant rêve moins, et va altérer la mémoire. Donc tout ça, c'est des causes de mauvais sommeil. La suite, il y en a encore d'autres. L'alcool, on est plus chez les adolescents et chez les adultes. On n'est pas beaucoup dans les 3 à 10 ans quand même. L'alcool, qu'est-ce que ça fait chez les ados, chez les adultes? Ça diminue la latence d'endormissement, c'est-à-dire que vous savez tous, le soir, si vous buvez un peu trop, vous allez vous endormir ultra rapidement. Mais vous n'allez pas avoir la même structuration sommeil que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Quand vous avez bu un peu trop le soir, vous vous endormez très vite, mais vous faites moins de sommeil lent profond. Vous augmentez vos éveils en fin de nuit, c'est-à-dire qu'en fin de nuit, vous aurez plus de hachage de votre sommeil et vous aurez plus de cauchemars. Donc, vous endormez très vite, c'est l'hypnotique qui coûte
coûte pas cher à la sécurité sociale, parce que vous vous endormez très vite, mais vous n'avez pas du tout le même sommeil que celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors on va dire que là c'est plus pour les ados, j'espère. Le tabac, il fume de plus en plus tôt, enfin je pense pas encore en primaire. Le tabac, qu'est-ce que ça fait? Le tabac, ça stimule le cerveau. Donc les gens qui fument beaucoup vont mettre beaucoup plus de temps à s'endormir que les autres. Les gros fumeurs ont des problèmes d'endormissement. Et les gros fumeurs, ils ont un autre problème, c'est qu'ils se réveillent beaucoup la nuit, parce qu'en fait, à partir de 2 ou 3 heures du matin, quand on fume beaucoup, on a un syndrome de manque. Comme on a un syndrome de manque d'une drogue, et le manque de tabac va entraîner des éveils interrompant le sommeil. Et il y a combien de gens qui fument beaucoup, qui disent je dors mal et qui se lèvent la nuit pour fumer? Alors bien sûr, on n'en est pas là en primaire, mais bon, je crois qu'il y en a qui fument de plus en plus tôt. Enfin, ça c'était pour vous donner toutes les causes de mauvais sommeil. La suivante. Et puis alors là, on revient au plus petit. Il y a donc des facteurs environnementaux, on a vu qu'il y avait des causes toxiques et il y a des causes familiales. On sait que par exemple, les mamans dépressives vont avoir des enfants qui dorment moins bien. Donc, je ne vous parle pas des mamans qui ont fait la dépression postpartum, le baby blues, celles qui ont eu 3 mois un petit peu difficile après la naissance des enfants. C'est pas ça. Hein. Ça, c'est presque, je ne vais pas dire physiologique, mais c'est très très fréquent. Puis une mère dépressive va avoir des enfants qui dorment moins bien. Et puis, il faut aussi, pour que les enfants dorment bien, ce que je vous disais tout à l'heure, apprendre les limites. Hein. C'est-à-dire, dès qu'ils sont tout petits, il faut poser les trucs. Hein. On quadrille, on entoure son terrain dès qu'on est tout petit. Tu te couches, je te raconte l'histoire, tu veux pas dormir, tu as le droit. Tu as le droit de ne pas avoir envie de dormir, mais tu restes dans ta chambre, on veut bien te laisser la lumière, on veut bien te mettre les jouets dans ta chambre, mais tu ne viens pas nous enquiquiner. Tu ne ressors pas de ton lit pour venir nous voir, et pour qu'on te tourne, et pour qu'on commence l'histoire, et que ça finisse dans notre lit, parce que là, c'est la cata. Donc, les enfants qui dorment moins bien, c'est les enfants qui sont prématurés, qui ont eu souvent des hospitalisations ou des maladies récurrentes, qui ont souvent été malades, qui ont souvent été hospitalisés. Ben, pourquoi? Parce que de manière tout à fait normale, on ne s'est plus occupé d'eux, etc. Donc la séparation est très difficile. Et ce qu'on appelle le co-sleeping, c'est les enfants qu'on a eu l'erreur de prendre dans son lit ou qui dorment quand ils étaient malades, ou qui dorment parce qu'on n'en peut tellement plus qu'ils fassent la java la nuit et qu'ils hurlent. On n'en peut tellement plus qu'il réveille tout le monde, qu'on le prend, et là c'est foutu. Alors évidemment, bien entendu, quand il y a des disputes, des ceci, ou comme je dis, l'enfant paratonnerre, parce que tout le monde s'engueule dans la famille, ça ne peut pas se sommeil, bien entendu. Ça, c'est quand même des facteurs familiaux. Donc, le co-sleeping, jamais. Un enfant, il peut être malade, il peut hurler la nuit, on ne le met jamais dans son lit. Quand on a essayé une fois, on en prend pour plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années. La suivante. Conséquences du mauvais sommeil. Bah, vous le savez tous, je n'ai pas besoin d'être là. Cognitif, c'est-à-dire les enfants qui dorment pas bien vont avoir des problèmes d'attention. Les enfants qui dorment pas bien vont avoir des problèmes de mémoire. Bah oui, ils font moins de sommeil paradoxal. Ils ont des problèmes de concentration, ils sont en échec scolaire. Ils vont s'absenter de l'école parce qu'ils ont mal dormi. Alors du coup, souvent, ils ont pas envie de dormir le matin. Alors il y a des matins où on ne va pas le mettre à l'école parce qu'il a tellement mal dormi. Et puis la journée, s'il va à l'école aussi, c'est ce que je vous ai dit, un enfant qui a mal dormi la nuit, quand il est surtout dans les âges prépubères, en fait, il va tenir le coup, mais enfin, il va enquiquiner tout le monde. Hein. Il grimpe aux arbres, il est irritable, etc. Parce que je vous ai dit, un enfant prépubère n'a pas envie de se sentir somnolent. Il passe la sienne. Et s'il est un peu plus grand, au contraire, il va être somnolent. Un enfant, mais plutôt un ado qui dort mal, va pouvoir commencer à être déprimé, parce qu'un mauvais sommeil va vous conduire petit à petit à la dépression, et on sait que c'est les enfants qui dorment mal qui vont faire le plus d'abus de stimulants à l'adolescence, et plus ils dorment mal, plus ils vont prendre de stimulants, et plus ils vont prendre de stimulants toxiques, moins ils vont bien dormir. Hein. Et là, on est rentré dans un cercle infernal. Prise de poids, donc je ne savais pas si je l'avais mis. Donc, oui, je l'ai mis là. Je vous ai dit que quand on dormait moins bien, qu'on soit petit ou grand, on prenait du poids. Moteur, bien entendu, diminution des performances
normal. Parce que dans le sommeil non profond, je vous ai dit qu'il y avait le sommeil de récupération, mais c'est là aussi qu'il y a les hormones de récupération musculaire. Donc c'est très important aussi chez les sportifs. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que plus les enfants font du sport, mieux ils dorment. Il a été prouvé que les enfants sportifs étaient les enfants qui avaient le meilleur sommeil. Ça, alors par contre, il ne faut pas faire du sport jusqu'au moment de se coucher. C'est-à-dire que les entraînements de 20h à 22h, il faut éviter s'ils doivent être au lit à 22h15. Parce que là encore, quand vous faites du sport, et même si c'est de la piscine, vous mettez toutes les constantes de votre corps à l'état de veille, plutôt que commencer à préparer votre sommeil. Donc le sport, oui, mais pas après 19h. Alors je sais qu'il y a des entraînements d'équipe et tout ça qui se font le soir, donc on ne va pas être à dire pas de sport le soir, mais c'est pas de sport le soir tous les jours. Si c'est 1 à 2 fois par semaine, on fera avec. Mais sinon, c'est mieux de faire du sport dans la journée, et comme ça, c'est les enfants sportifs qui ont les meilleurs résultats scolaires et qui ont le meilleur sommeil. La suivante, je crois qu'on arrive à la fin. Donc, vous avez tous compris que dormir, c'est pas du temps perdu. Qu'un mauvais sommeil, ça a des conséquences sociales, scolaires, sur la santé, obésité, dépression. Chez l'adulte, ça peut aller, et là on parlait d'enfants, jusqu'à avoir des problèmes cardiovasculaires, beaucoup plus importants que les autres, puisqu'on a vu que le sommeil, ça servait à récupérer aussi au niveau du corps, et qu'il faut des règles hygiène-sommeil absolument indispensables dès qu'ils sont tout petits, parce que les enfants, c'est quand même super intelligent, ils comprennent vite où il y a la faille, donc si il y a quelques failles, ben après c'est vraiment très très difficilement récupérable, et qu'un bon sommeil construit il manque un S, un bel avenir. Voilà. Donc est-ce que ça répond un peu à votre problématique par rapport à vos enfants,